Les députés dissidents du MAPAR seront destitués d'après Pierre Houlder, le porte-parole de ce parti. Andrzej, le président de la formation politique, a nommé les nouveaux membres du bureau permanent aujourd'hui. Le nombre des sinistrés de la capitale et ses environs sont estimés à 22 600. Shedza est sorti en mer au niveau de la partie sud-est de Madagascar vers midi aujourd'hui. L'avis d'alerte bleue est maintenu sur toutes les parties traversées par cette dépression. Comment lutter efficacement contre Boko Haram? Le groupe islamiste mène une insurrection sanglante dans le nord-est du pays depuis 6 ans maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Veuillez, chers téléspectateurs, nous excuser déjà des différentes perturbations sur la transmission des sons et des images à Antananarivo qui pourra survenir durant ce journal et bien évidemment dans la suite du programme sur Cool TV. Les députés dissidents du MAPAR seront destitués d'après Pierre Houlder, le porte-parole de ce parti. Andrzej, le président de la formation politique, a nommé aujourd'hui les nouveaux membres du bureau permanent. La décision est motivée par les agissements des députés dissidents du MAPAR, notamment de Marin Jean de Dieu et d'Aïmananzar Johanita. Reportage. Christine Razanamassou est nommée coordonnatrice nationale du MAPAR et vice-président pour la province de Fianarantsoa et Pierre Houlder au poste du porte-parole du parti. Pour les provinces, Antananarivo est représenté par Augustin Ndiamananour, Majanga par Harry Laurent Rahadzasson. Ce sont les nouvelles têtes du bureau national du MAPAR. Selon Christine Razanamassou, le président national de la formation politique est le seul habilité à prendre une décision par rapport au parti. Après la nomination du Premier ministre Koul Roger et la mise en place de l'Assemblée nationale, certains députés élus sous la bannière du MAPAR ont formé des groupes parlementaires, MAPAR 2 et 3. Ces groupes parlementaires ont migré vers le camp du régime actuel. La décision a été prise sans avoir consulté Andrzej, président national du parti. Des mesures seront prises à l'encontre de ces députés dissidents selon Pierre Houlder. Si aucun terrain d'entente n'est trouvé à l'issue des négociations, une déchéance est prévisible, a-t-il ajouté. Le VMSA a lancé un appel à l'apaisement lors de la conférence de presse qu'ils ont organisée hier. La réalité est pourtant contradictoire au soulagement. La demande d'audience du président de la formation politique MAPAR auprès du président de la République n'a pas encore reçu de réponse à ce jour. Le nouveau Premier ministre n'a pas évoqué les questions sur la politique générale de l'État. Lors de la passation de fonctions de ce matin, le nouveau locataire de Mazoarivo annonce dans quelques jours la composition du nouveau gouvernement. Reportage. La formation du nouveau gouvernement se fera dans les prochains jours selon les déclarations de Jean Ravelonarivo, Premier ministre entrant. Elle pourrait attendre jusqu'à la semaine prochaine. Il a annoncé que ce nouveau gouvernement sera ouvert à toutes les entités politiques. Le Premier ministre a décidé de ne pas encore se prononcer sur la politique générale de l'État. Je ne vais pas me prononcer pour les priorités. Pourquoi? Parce que le gouvernement en place n'est pas mon gouvernement. D'abord. Ensuite, quand on va mettre les priorités, il faut qu'on en discute avec les membres du gouvernement pour ne pas dire que c'est la dictature qui règne dans la privature. Devrait-on s'attendre à un changement dans les priorités du gouvernement? L'élaboration du document de programme général de l'État, pourtant impératif pour le déblocage des financements, a pris des mois. À cause de ce retard, un an après la prise de pouvoir de Ejatson Armampian, l'État n'est pas encore au stade du redressement et développement du pays. Koul Roger annonce à son successeur à Mazoarivo que celui-ci hérite d'un grand chantier. Parmi les priorités figure la poursuite des efforts dans la mise en place du socle
de notre développement, l'intensification de la lutte pour la réduction de la pauvreté, la mise en œuvre des actions liées aux risques et aux impacts des catastrophes, notamment en cette saison cyclonique marquée malgré par la perturbation météorologique et l'abondance pluviométrique que nous sommes en train de vivre. La cérémonie de passation de fonction entre Jean Ravelnarive et son prédécesseur Koul Roger s'est tenue ce matin au palais de Mazouarif. Comme pour la passation entre Koul Roger et Omer Bersik, la communauté internationale s'est faite massivement représenter ce matin. Mais les politologues insistent, elle ne devrait pas s'immiscer dans la vie politique du pays, mais rester en tant qu'observateur. Le nombre des sinistrés de la capitale et ses environs sont estimés à 22 600. 3 200 d'entre eux ont été déplacés dans 5 centres d'accueil. Chedza est sorti en mer au niveau de la partie sud-est de Madagascar vers midi. Donc aujourd'hui, l'avis d'alerte bleue est maintenu sur toutes les parties traversées par cette dépression et les rafales de vent persisteront. Olivier Chignal. Les Fouktan traversés par la rivière Itup et le canal d'Andjiantagne sont les plus touchés par la montée des eaux dans la capitale. Selon le rapport du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, les Fouktan d'Andavaman Banzisk 1, Antetezanafoni, Ankassen, Ampeflou Boudran, Andutapenak 1 et 3, comptent respectivement 3 998, 2600, 2505, 1500 et 1444 sinistrés au dernier recensement. 3 morts sont à déplorer à cause des éboulements de terrain. Lucille Rangianarvé lui explique que le BNGRC a établi 5 centres d'accueil pour accueillir les sinistrés de la capitale et de ses environs. Chedza est sorti en mer vers midi. Aujourd'hui, au niveau de Mananzar, le cyclone reprendra des forces, prévient les techniciens des services météorologiques d'Apasapitu. L'avis d'alerte bleue est maintenu pour les régions traversées par la dépression. La population doit rester vigilante. Chedza est la première dépression à traverser le pays. 3 autres sont attendues pour cette saison cyclonique. Ni la capitale ni la grande île n'est encore à l'abri de la montée des eaux. Les rizières ne sont pas épargnées par la montée des eaux. Si une amélioration de la production a été escomptée, plus de la moitié de rizières de la plaine de Betsimtatach sont actuellement sous les eaux. Si le salaire moyen des saisonniers a tourné toujours autour de 2 milliards à 3 milliards, aujourd'hui il a doublé en raison de l'inondation des rizières. Les détails. Les rizières d'Amboudumit, à Nouzbezaïvoul et les environs sont quasiment anéanties par les pluies diluviennes. Les paysans tentent de sauver le reste de la récolte, une tâche de longue haleine avec la montée des eaux. Le salaire des saisonniers ont quasiment doublé. Il atteint 6 milliards contre 2 000 à 3 milliards l'année dernière. Une charge de plus pour les riziculteurs qui arrivent à peine à survivre. La récolte nécessite au moins 5 personnes pour une rizière de taille moyenne. La location des pirogues représente également une dépense de plus. Plus de 50% des rizières sont couvertes d'eau. Tel paysan estime ses pertes à plus d'une demi-tonne de riz. Une grande part de la production des rizières de Betsimtatach est destinée à l'alimentation familiale. Avec la situation actuelle, il y aura pénurie sur le marché. Des répercussions sur le prix du riz seront inévitables. Le remblayage illicite dans les zones tampons de la capitale est à la source de la montée des eaux. Pourtant, il est perpétré aux yeux et au su de tous sans que personne ne bouge le petit doigt. L'État dépense plus qu'il n'en produit. Les dépenses des institutions sont de ce fait établies trimestriellement. La gestion des ressources de l'État nécessite une compétence particulière, d'où la formation donc des responsables de la gestion des finances publiques au sein des ministères. Reportage. Le ministère des Finances et des Budgets a reconnu que l'État dépense plus qu'il n'en produit. Les recettes intérieures ne couvrent pas les dépenses liées au fonctionnement de l'État. La trésorerie publique compte toujours sur les aides budgétaires pour assurer son fonctionnement.
Selon le secrétaire général des Finances, les dépenses de l'État sont établies tous les 3 mois. Chaque institution ne doit pas dépenser plus de 25% de son budget dans le salaire des employés, de même pour les indemnités diverses. Le taux de régulation est maintenu à 4,3%. La loi de finances initiale 2015 prévoit une totalité de 4 670 milliards d'ariary. 3 381 milliards d'ariary sont prévus pour le fonctionnement de la machine administrative. La recette intérieure est fixée à 1 289 milliards d'ariary. Et voilà, on passe aux actualités internationales. On vous le disait en titre, comment lutter efficacement contre Boko Haram? Le groupe islamiste mène une insurrection sanglante dans le nord-est du pays depuis 6 ans maintenant. Les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest envisagent désormais la création d'une force multinationale pour combattre les insurgés. C'est un reportage de France 24. Face à Boko Haram, la réponse pourrait être régionale et militaire. Les islamistes armés de Boko Haram contrôlent la quasi-totalité de la région nord-est du Nigeria et exportent désormais leurs combats vers les pays frontaliers Niger, Tchad et Cameroun. La CEDEAO, réunissant les pays de l'Afrique de l'Ouest, a l'intention de demander à l'Union africaine l'autorisation de créer une force multinationale. C'est le président du Ghana qui dirige aussi la CEDEAO qui s'en fera le porte-voix lors du prochain sommet de l'UA la semaine prochaine. Le Nigeria combat Boko Haram, le Cameroun combat aussi Boko Haram. Mais la situation est telle qu'il faut maintenant envisager l'intervention d'une force multinationale ou régionale. Mais nous voulons en discuter au sein de l'Union africaine. Le Tchad aussi est déjà mobilisé. Vendredi, une colonne de plusieurs dizaines de blindés a quitté N'Djamena, la capitale, en direction du sud pour rejoindre le Cameroun. De là, l'armée pourrait se diriger vers l'ouest, vers la frontière nigériane. L'ONU plaide aussi pour un soutien extérieur via sa branche régionale en Afrique de l'Ouest. Ce qui est nécessaire que les pays des G5, c'est-à-dire le Nigeria, Cameroun, le Niger, Tchad et le Bénin, approfondir et trouver une formule une vraie coordination de l'approche militaire contre le Boko Haram. La mise sur pied d'une force placée sous l'égide de l'Union africaine pourrait prendre plusieurs mois. Une fois l'entité opérationnelle créée, l'UA devra demander un mandat auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la prendre en charge, comme cela s'était fait dans la région du Darfour, au Soudan. Et puis les enquêtes se poursuivent après les attentats de la semaine dernière avec des complicités de plus en plus évidentes, notamment celle des frères Belloussine. Ils ont visiblement aidé la campagne d'Amédi Koulibaly, le tueur du supermarché Kacher, à rejoindre la Syrie. Plus de détails dans ce reportage de France 24. Mehdi et Mohamed Belloussine, 2 frères, désormais eux aussi au cœur de l'enquête. Le nom de cette fratrie apparaît quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo. Sur ces images de vidéosurveillance, on découvre Hayat Boumedienne, la compagne d'Amédi Koulibaly, et à côté d'elle, l'un des frères Belloussine, Mehdi, cheveux longs attachés. Tous les deux présentent leur passeport à leur arrivée à l'aéroport d'Istanbul. Belloussine, un nom bien connu des services de renseignement. Les 2 frères grandissent à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Mohamed est l'aîné. Bon élève, il réussit le concours d'entrée de l'école des mines d'Albi pour devenir ingénieur. Ses recherches portent notamment sur la trajectoire des missiles. Mais sa scolarité s'interrompt, car le jeune homme se radicalise dans sa chambre d'étudiant. En 2009, il est repéré, surveillé par les services antiterroristes en raison de ses activités sur les forums djihadistes. Il sera condamné à 2 ans de prison, dont un avec sursis en juillet dernier. Entre-temps, les 2 frères multiplient les contrats de travail, notamment au service jeunesse d'Aulnay-sous-Bois. Je sais qu'ils ont été affectés un peu aux espaces verts, mais surtout tous les 2 longtemps au service de la jeunesse. Ils faisaient de l'aide aux devoirs pour les plus jeunes et donc ils étaient en contact avec des enfants et des adolescents. Ça inquiète des parents de savoir que leurs enfants est au contact de ces individus.
Quelle a été l'implication des deux frères dans les attentats et où se trouvent-ils exactement aujourd'hui? Au début du mois de janvier, Mohamed Belloucine a quitté Paris pour Madrid, puis la Turquie et très probablement la Syrie. Son frère aurait fait le même voyage. La maison de la famille à Aulnay-sous-Bois semble déserte. Les frères Belloucine n'y reviendront sans doute jamais. Et c'est le moment du rappel des grands points de ce journal. Les députés dissidents du MAPAR seront donc destitués d'après Pierre Hulder, le porte-parole de ce parti. Andra Zoué, le président de la formation politique, a nommé aujourd'hui les nouveaux membres du bureau permanent. On a vu également que le nombre des sinistrés de la capitale et ses environs sont estimés à 22 600. 3 200 d'entre eux ont été déplacés dans 5 centres d'accueil. Shedza est sorti en mer au niveau de la partie sud-est de Madagascar aujourd'hui vers midi. Enfin, l'État dépense plus qu'il n'en produit. Les dépenses des institutions se sont de ce fait établies trimestriellement. La gestion des ressources de l'État nécessite une compétence particulière. N'oubliez pas que vous pouvez accéder à toutes les émissions de Cool TV dans le journal en version française sur le site tv.cool.mg. Mais voilà, dans un instant, vous allez suivre des films, Dracula, Untold et un film frisson tard dans la soirée pour ceux qui ne dormiront pas encore, Jezabel. Voilà, c'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de votre fidélité à Cool TV. Notre prochain rendez-vous de l'information ce lundi à partir de 20h45 toujours. Passez un bon week-end et d'excellentes soirées en notre compagnie. Au revoir.